14h, 16h, Karim Hassen. Enquête et investigation. Sur Sud Radio. Il fait froid. Il fait froid et les sons résonnent. Nous sommes en sous-sol. Sous la voûte, à peine éclairée par des cierges, une jeune fille vêtue d'une simple toge blanche, immaculée. Je suis sûr que vous imaginez parfaitement la scène. Sous le tissu, sa peau marquée par la chair de poule. Ce n'est pas le froid, mais plutôt la peur. La peur et parfois l'excitation, inconscience ou effet de drogue qu'on lui aura administré. Ce qui va se passer dans les minutes qui suivent dépasse l'entendement. Dans quelques instants donc, cette jeune fille sera attachée, écartelée sur une table. Sa toge sera découpée à l'aide d'un poignard tranchant. Au-dessus de son corps nu, un sabre viendra trancher la tête d'un poulet vivant. Le sang giclera sur la jeune fille. Ah oui, j'oubliais. Elle est vierge, bien sûr. Enfin, vierge pour quelques instants encore, puisque des dizaines d'hommes vont la violer. Classique pour une messe noire, me direz-vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la semence de l'un de ces hommes va féconder cette jeune fille et que, dans 9 mois, son bébé, oui, son enfant, sera sacrifié lors d'une autre cérémonie. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui, bienvenue en enfer, avec le témoignage de Gilbert Abbas, ancien officier des renseignements généraux, auteur de « Qui veut encore tuer le Christ ?» aux éditions Tatamis. Il nous racontera l'histoire de cette jeune fille violée et de son bébé sacrifié, mais aussi de tombes profanées. Les satanistes ont arraché 5 têtes de cadavres pour en faire des totems. Dans la seconde heure de 15 à 16, le débat avec des spécialistes, des religions, psychiatres, magnétiseurs. Et nous serons également en ligne avec un prêtre exorciste. Et oui, ça existe. Vos questions au 36 28 Sud Radio. Gilbert Abbas a passé 30 ans dans la police. Et au sortir de l'école, il est entré directement dans les renseignements généraux, les RG comme on dit, où il a fait toute sa carrière. Son job, surveiller les sectes sataniques, apocalyptiques où pédophiles, pornographie, viol, torture, manipulation, enlèvement, meurtre et assassinat ne sont pas rares. Un monde difficilement pénétrable, machiavélique, que certains ne peuvent fuir que par le suicide, qui devient alors une véritable libération. L'OIPC, l'Organisation internationale de police criminelle, plus connue du grand public sous le nom d'Interpol, essaye tant bien que mal de mettre fin aux agissements de ces sectes qui parfois comptent dans leurs membres des puissants, des hommes de pouvoir ou d'influence. La traque se fait également sur Internet où des sites top secrets déploient leur toile telle une araignée, son piège de soie. Gilbert Abbas veut aussi alerter les parents. La musique black metal, le goût pour les vampires, le noir, le satanisme peuvent être autant de signes inquiétants. Gilbert Abbas, bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous ? Ben voilà, je vais me présenter. En quelque sorte, je suis donc un ancien fonctionnaire des renseignements généraux. Je suis actuellement à la retraite. Je suis rentré exactement en 1972 et donc j'ai fait 30 ans d'RG. En 2002, j'ai eu la possibilité de prendre la retraite et j'ai continué en quelque sorte le travail que je faisais en renseignements généraux dans les dernières années. C'est-à-dire, j'avais focalisé mon travail à la demande de mon patron à l'époque sur les phénomènes satanistes et donc voilà, maintenant que je suis à la retraite, ce n'est plus un travail policier, mais c'est un travail militant. Bon, alors effectivement, les gens ne savent pas très bien ce qu'étaient les renseignements généraux, puisque ça n'existe plus. Ça a été remplacé par ce que l'on appelle des SDIG, hein, un mot un peu barbare. Et puis à Paris, il y a toujours une petite exception à la préfecture de police. Et puis le gros des renseignements généraux a fusionné avec la direction de la surveillance du territoire pour donner la DCRI.
De C'est quoi exact. s'occupe-t-on quand on est policier ORG? De quoi s'occupait-on? On sait qu'on surveillait les meetings, l'extrême gauche, même les partis politiques, les personnalités, et on a souvent accusé les RG d'être une police politique. Que répondez-vous à ça? Voilà. Ce que je vais vous dire déjà, d'une part, effectivement, il y avait plusieurs compartiments d'investigation au niveau des renseignements généraux. Il y avait ce qu'on appelait la sociale, c'est-à-dire le service des renseignements généraux qui faisait un suivi de tous les problèmes sociaux, Les c'est-à-dire syndicats? les manifestations, les occupations d'entreprises, etc., etc. Il y avait une section qui était plus axée sur les phénomènes politiques, c'est-à-dire les élections et le suivi des groupes à risque politique, c'est-à-dire Oui. les groupes extrémistes, etc. Extrémistes de droite ou extrémistes de gauche, et c'est cette section aussi qui faisait les fameux sondages politiques pour le ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est beaucoup, c'est presque un fantasme. Les sondages qui étaient faits, c'était des évaluations auprès de personnalités que nous connaissions. Lorsqu'il y avait des élections qui étaient prévues, nous avions par habitude de rendre visite aux maires, aux conseillers généraux, etc., toutes les personnalités politiques locales, et on discutait avec eux et on faisait des évaluations, et puis ensuite, on compilait toutes ces évaluations et ça nous permettait d'avoir des sondages qui étaient assez proches de la réalité, puisque chaque fois qu'il y a eu des élections, le ministère de l'Intérieur était toujours à 0, 0,2, 0,5% près de ce qui se passait. Voilà, ces sondages arrivaient en général sur le bureau du préfet de chaque département, et ça remontait bien sûr au ministère de l'Intérieur. C'est compilé là-bas, oui, bien sûr. Alors, donc, pas de police politique, c'est ça votre réponse? Non, moi je vais vous dire, s'il y avait une police politique, je vais vous donner mon exemple qui est très concret. Je suis rentré en 1972 et j'ai servi à l'époque, donc déjà avec des sous le règne en quelque sorte de Georges Pompidou, et donc de président de la République qui était de couleurs différentes. Donc j'aurais dû, si ça avait été une police politique, j'aurais été viré, puisque j'aurais été donc de gauche ou de droite, bien précisément. Or, j'ai servi autant sous la gauche que sous la droite, et j'ai été animé d'une envie de travailler toujours de la même façon. On avait des directives qui étaient à peu près les mêmes. Je dirais à l'extrême que les grandes têtes pensantes des renseignements généraux ont peut-être été mutées ou bougées, mais en ce qui concerne les fonctionnaires de base, les officiers et autres, comme moi, nous n'avons pas été touchés par des mesures qui avait contact à nos couleurs politiques de chaque fonctionnaire. Dire que c'est une police politique, je pense qu'on a beaucoup fantasmé là-dessus, et que, comme toujours, il suffit que quelqu'un lance ce qualificatif pour qu'on brode autour et que on exagère le phénomène. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti que j'appartenais à une police qui était politique. Bon, dans un instant, vous allez nous expliquer en quoi consistaient vos enquêtes au sein des renseignements généraux. Et Sud Radio, Karim Hassen, enquête. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui sur Sud Radio, le monde occulte du satanisme. Nous ne parlons pas des jeunes gens qui se mettent de fausses dents de Dracula pour rigoler, mais bel et bien de criminels, kidnappeurs, violeurs, meurtriers, j'en passe. Je suis toujours avec Gilbert Abbas, ancien officier des renseignements généraux. Alors, Gilbert Abbas, ce que l'on ne savait pas, ce que l'on savait moins, du moins dans le grand public, c'est que les renseignements généraux pouvaient s'intéresser au satanisme. Le reste, on s'en doutait un peu. Mais le satanisme, là, pour certains, ça doit vraiment être une surprise. Vous publiez Qui veut encore tuer le Christ aux éditions Tatamis. Et bon...
autant le dire, c'est un roman, mais un roman basé sur des faits réels et uniquement des faits réels. Hein. Oui, tout à fait. Je tiens à le dire, c'est que c'est effectivement un roman. J'ai voulu le faire sous forme de roman parce que j'avais peur qu'une enquête risque d'endormir l'intérêt des lecteurs. Alors j'ai préféré écrire un roman parce que je pensais que tout en accrochant particulièrement l'intérêt du lecteur, ce livre, ce roman, permettait de plonger le lecteur concrètement dans l'horreur même qu'endurent aujourd'hui les victimes de ces gourous ignobles qui sont abrités dans ces sectes sataniques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un roman et j'ai utilisé des faits concrets, des faits réels qui se sont produits dans la région toulousaine, en France, en Europe ou ailleurs, même dans le monde, aux États-Unis, etc. Je peux même vous donner comme exemple, j'ai utilisé dans mon livre, dans mon roman, des faits que j'ai bien connus particulièrement, puisque j'ai participé à l'enquête d'une profanation qui était terrible, aux portes même de Toulouse, où les individus avaient tout saccagé, avaient mis le feu à l'église, avaient ouvert des cercueils, des tombes, avaient ouvert les cercueils, avaient arraché la tête au cadavre et étaient partis donc avec ces totems qu'ils utilisent ensuite pendant les rituels sataniques. Ils étaient partis. Des messes noires. Ils étaient partis avec les crânes, avec les têtes humaines. C'est exact, ils sont partis avec les têtes qu'ils avaient arrachées au cadavre et ils en avaient récupéré 5 ou 6 et c'était donc, ce sont des totems très intéressants pour eux puisque la tête et l'organe pensant de l'être humain, c'est en quelque sorte le creuset même de l'être humain et comme pour eux tout être humain est un dieu, récupérer une tête qui plus est peut-être enterré sous des rites chrétiens, etc., était pour eux la possibilité de procéder plus tard, pendant les rituels, à des blasphèmes en utilisant ces têtes qui posaient sur leurs autels. Il faut préciser d'ailleurs à propos de corps, de cadavres, que 1500 à 2000 cadavres ou restes humains sont retrouvés en France tous les ans. Ça, ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Qui sont ces gens? On parle souvent de suicides, de personnes disparues, et qui sont donc enterrés sous X, et que personne ne va aller identifier, par exemple, en procédant à des tests ADN, parce que la loi n'oblige pas les municipalités à procéder à ce genre de tests, qui sont coûteux d'ailleurs. Tout à fait. Il est exact qu'il disparaît beaucoup de personnes en France et tous les ans. Je crois que j'ai des chiffres, on peut dire à peu près qu'il y a 40 000 personnes qui disparaissent, mais bien sûr sur les 40 000, il y en a beaucoup qui sont retrouvés. Mais il y en a environ 2000 qui ne sont jamais retrouvés. Voilà, il y en a environ 2000 qui ne sont jamais retrouvés, et sur ces 2000 qui ne sont jamais retrouvés, il y a entre 100 et 200 enfants, et quelquefois même très 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 jeunes, qui ne sont jamais retrouvés. On retrouve par contre des cadavres ou des restes humains. Il y a un chiffre qui est impressionnant, vous venez de le citer, effectivement ce chiffre fait peur. Et comme on ne peut pas procéder à des tests, obligatoirement à des tests ADN, puisque la loi ne l'oblige pas, que fait-on de ces personnes? Elles sont enterrées sous X, et on ne peut pas de ce fait avoir la possibilité de remonter à des disparitions qui sont très médiatiques, comme par exemple la petite Marion, la petite Estelle, Alessia, Livia, Antoine, Sophie, il y en a tellement, Gaël, Arthur, Nadia, Damien, Laetitia, Kevin, je me souviens encore, il y a Fatima, François, ce sont des cas qui sont tellement médiatisés, qui dit que dans ces pauvres cadavres qu'on retrouve et qui sont enterrés sous X, il n'y a pas ces petits-enfants qu'on recherche depuis tant de temps. Les parents ne peuvent même pas faire leur deuil. Les parents sont toujours dans le doute.
Bien sûr, ils espèrent de les retrouver vivants. Moi-même, si j'avais un de mes enfants ou de mes petits-enfants qui était dans ces cas-là, j'espérerais toujours. Mais malgré cette loi qui est mal faite, parce qu'en fait, il y a un vide juridique qui est incroyable et qui mérite d'être examiné. C'est pour ça même que j'en profite. Mais alors c'est un vide juridique, qui profite finalement à deux catégories de personnes. Les pédophiles, bien sûr, il faut y penser, les pédophiles, ou alors les satanistes et notamment les gourous assassins qui zigouillent, qui n'hésitent pas à tuer les gens. Bien sûr, c'est pour ça que je veux lancer cette pétition. Cette pétition, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide juridique énorme. Un exemple. La loi française ne connaît pas la pédocriminalité. C'est incroyable. Le terme pédophile n'apparaît même pas dans les codes ou les règlements du droit et de la justice française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est confronté à des faits de pédocriminalité, eh bien, la magistrature utilise des textes qui se rapprochent de la pédocriminalité, mais qui ne l'est pas. Donc, les tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? Les juristes, ils pallient ce manquement en utilisant des délits de substitution, j'arrive à le dire, c'est-à-dire corruption de mineurs, atteinte sexuelle, agression sexuelle, c'est-à-dire des délits qui sont jugés devant les tribunaux correctionnels, ou alors ces viols, crimes, etc., qui sont jugés devant les assises. Mais dans la pratique, c'est qu'on se rend compte que ces viols sur les mineurs, ils sont trop souvent correctionnalisés. C'est-à-dire que la peine que subira l'auteur sera 10 ans maximum. Diminuée. C'est 10 ans maximum. Et voilà. Et pourquoi elles sont correctionnalisées? Parce que on n'a pas la preuve de la pénétration sexuelle qui est effectuée sur les enfants et que comment on peut dire que la preuve qu'on peut apporter, elle dépend d'un espace-temps qui est quelquefois très long entre le viol qui a été effectué, l'arrestation du coupable et le jugement. Donc, on arrive donc à avoir des grosses difficultés à prouver la pédocriminalité qui a été effectuée sur cet enfant. Eh bien, à ce moment-là, l'affaire n'est pas amenée aux assises, mais elle est correctionnalisée. Ouais. Bon, Gilbert Abbas, Gilbert Abbas, revenons s'il vous plaît au satanisme, puisque c'est l'objet de l'émission. On dit d'ailleurs que 5% des suicides des jeunes de moins de 25 ans seraient liés au satanisme. Alors, qui est attiré par le satanisme? On pense évidemment forcément aux jeunes, parce que les messes noires, ce rite, etc., ça peut attirer les jeunes, les gamins. Est-ce que c'est le cas toujours? Bien, écoutez, déjà, on peut dire que il y a un phénomène qui permet aux jeunes d'être attirés vers le satanisme. Je vais faire bondir certains jeunes en disant que la musique qu'ils utilisent, c'est-à-dire cette musique black metal, est une musique assez violente. Elle est chantée par des chanteurs qui font souvent l'apologie du satanisme, de la violence, du meurtre, du suicide. Il y a même des chanteurs du genre Marilyn Manson qui font appel au suicide. Donc, les jeunes qui sont plus ou moins vulnérables, ou parce qu'ils sont très jeunes, ou parce que c'est une certaine mode, ont tendance à écouter ce type de musique, à participer à des concerts, et puis il arrive que ces jeunes puissent avoir des dérives. Non, mais excusez-moi, c'est pas parce qu'on écoute, enfin j'ose espérer que parce qu'on écoute de la musique black metal que l'on est forcément attiré vers des messes noires et que l'on bascule ensuite vers le véritable satanisme avec des choses qui peuvent être reprochées sur le plan criminel là. C'est en quelque sorte une première étape. Quand vous voyez des concerts où vous avez des chanteurs qui crachent du sang sur le public, qui rentrent en tirant une bière de laquelle sort une
femme nue comme si elle ressuscitait d'une certaine mort pour revenir dans le monde satanique. Quand on voit la façon dont ils se griment, ils sont couverts de sang, peinture noire, peinture blanche, tout habillé de noir, de cuir, avec des crânes posés au pied sur le sol pendant qu'ils chantent, etc. Où on voit des croix à l'envers, à l'arrière de la scène où ils se trouvent, etc. Nous sommes donc placés quand même dans un milieu qui est très créateur d'idées pour les petits jeunes qui sont très vulnérables. C'est un terreau donc, un terreau propice. Et dans un instant, nous rentrons dans le vif du sujet, au cœur de vos enquêtes. De réagir, votre avis compte. Témoignez. Composez le 3628 et dites Sud Radio. 34 centimes la minute. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les sectes apocalyptiques et sataniques sont surveillées en France par la police. Avant la création de la DCRI, Service de renseignement intérieur, cette mission incombait aux renseignements généraux avec des hommes comme vous, Gilbert Abbas. Vous étiez officier DRG pendant 30 ans. Qu'avez-vous vu au cours de vos enquêtes ? Alors moi, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que je n'ai jamais participé personnellement à une mise à mort pendant un rituel satanique. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de participer à ce genre de rituel qui est clandestin et très fermé. Par contre, nous avons dans la police, heureusement, la possibilité de récupérer des informations qui ont pu être recoupées et qui sont donc solides. Ces informations, on peut les avoir de plusieurs sortes. Vous savez très bien que dans la police, nous avons et nous utilisons des écoutes, nous utilisons des informateurs. Nous avons tout un tas de panels de procédures qui peuvent nous permettre de rentrer dans ces milieux fermés par personne interposée. Et là, je peux vous certifier qu'il existe effectivement des rituels sataniques pendant lesquels il y a des sacrifices tout d'abord d'animaux, et puis on va plus loin dans la violence et dans l'incroyable de personnes humaines. Et souvent, ce sont des enfants qui sont sacrifiés sur l'autel. Et ça, c'est quelque chose d'ignoble. Quand vous dites des enfants, c'est-à-dire des bébés, des nouveau-nés ou de jeunes enfants, des fillettes, des jeunes garçons ? J'ai par exemple un exemple d'une personne avec qui je suis en contact actuellement qui m'a raconté avoir été embrigadée pendant une quinzaine d'années dans une secte satanique et elle avait été violée plusieurs fois, tant et si bien qu'elle était enceinte et on lui a interdit bien sûr de faire valoir son droit à l'avortement. Elle a accouché et cet enfant a servi à un rituel satanique. Cette dame... On l'a tué ? Ah oui, il a été tué sur l'autel. Et elle m'a porté ce renseignement. Cette personne, je la connais personnellement. Nous échangeons du courrier par mail ou des communications téléphoniques régulièrement. Et elle est prête à témoigner lorsque je vais procéder bientôt à des réunions, parce que j'ai l'intention de faire des réunions pour aller vers le public. Mon livre est ma première étape, c'est-à-dire je veux sensibiliser. Gilbert Abbas, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a eu aucune suite judiciaire à cette affaire, c'est-à-dire on a recueilli un témoignage extrêmement grave qui accuse... Je vais vous donner l'exemple. Mais il n'y a pas eu d'interpellation des auteurs et encore moins de procès. C'est effectivement à peu près le cas. Il est très difficile de prouver ce que je viens de vous dire. Mais nous avons par exemple un cas très concret. C'est l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Cette affaire a été réalisé par, je pense que c'était un Belge, qui est arrivé à remonter un réseau pédocriminel
allemand qui était animé par un homme qui s'appelait Gerrit Ulrich. On a retrouvé un nombre énorme de CD-ROM, c'était en 1999. Dans ces CD-ROM, il y avait 93 000 photos qui représentaient des photos d'enfants qui étaient soit violés, soit torturés, ou soit tués. On a des photos abominables. Il y a 93 000 photos donc, où il y a très peu de doublons. Ça veut dire que c'est un chiffre énorme. C'est 2 stades de foot. Quand on dit qu'il y a des vidéos qui circulent sous le manteau, des vidéos de crimes sexuels, mais qui vont jusqu'à la mort, hein, parfois, oui. Alors viol, des vidéos de viol véritable et de mort ensuite, de meurtre, d'assassinat même, puisqu'il y a préméditation, ça existe, ça n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un fantasme, puisqu'il y a des personnes qui ont avoué avoir commis des meurtres pendant ces rituels satanistes, pour pouvoir après, et ce meurtre était pris en direct avec soit un système photographique ou alors avec des caméras. Ces CD sont par la suite vendus à prix d'or. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ça une véritable fortune pour satisfaire leur fantasme. Tout à fait. Ce sont des véritables fortunes parce qu'il paraît que, moi je n'en ai jamais vu particulièrement, mais ils sont vendus autour de 15 000 euros. C'est un chiffre incroyable. Et il y a donc des personnes qui sont adeptes de ce genre de vidéos. Et il y a un véritable commerce qui est très lucratif. Il y a donc, je vous disais, des personnes qui ont avoué, et si des personnes l'avouent, c'est que ça existe. On aurait le cas on penserait plutôt que, comme vous venez de me poser la question, est-ce que ce n'est pas un fantasme, est-ce que c'est pas une légende, etc. On n'aurait pas de cas concret, on pourrait peut-être dire, bon, effectivement, on est enfumé par des personnes qui ont réussi à s'enfuir des sectes sataniques et qui nous racontent des salades, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a des assassins, des pédocriminels qui l'ont avoué. Donc, s'ils l'ont avoué, c'est que ça existe. Et s'il y en a quelques-uns qui le disent, il y en a d'autres qui l'ont pas dit, mais qu'on n'a peut-être encore pas interpellé. Et donc, il existe bien quelque chose de ce type-là, des staff vies qui circulent et qui sont utilisés par des réseaux clandestins, mafieux, et qui procurent Gilbert Abbas, le satanisme est souvent lié à la pornographie, au viol. Hein? C'est tout à fait ça, oui. Au début, si on regarde bien le satanisme de près, ceux qui participent à ce genre de rituel, c'est parce qu'il y a des orgies. Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui se rendent sur ces fameux rituels sataniques, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir donner libre cours à leurs fantasmes. Et il arrive que souvent ce type d'orgie dérape et que on ait affaire à des femmes qui ne sont pas totalement consentantes ou pas du tout. On a donc affaire à des viols qui sont quelquefois inhumains parce qu'ils sont suivis de tortures. Un viol est toujours inhumain. Permettez-moi de vous reprendre sur ce. Bien sûr, vous avez raison. Mais je veux dire torture physique, c'est-à-dire torture. La femme est violée, mais elle subit des scarifications, elle subit des coups, elle subit, mais qui sont totalement gratuits, qui ne sont pas faits pour provoquer le viol. Parce que le viol, d'abord, la personne qui est violée est souvent sous l'emprise de la drogue. Donc, elle se rend pas toujours compte très bien qu'elle est violée. Moi, j'ai des personnes qui me contactent
depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, donc je commence à être connu et j'ai des coups de téléphone particulièrement tous les jours. J'ai des dames qui me téléphonent et qui me disent « j'ai la mémoire qui me revient petit à petit et j'ai des flashs incroyables et je me vois violée dans cette fameuse secte où j'étais ». Et elle ne pensait pas qu'elle avait enduré autant de sévices sexuels. Et plus le temps passe, plus les flashs se précisent et plus elle voit qu'elle a été violée par des nombres incroyables de personnes. Ouais. Donc, pour en revenir à ces rituels sataniques, il y a effectivement beaucoup de violence, il y a beaucoup de torture, il y a beaucoup de viols et il y a quelquefois des meurtres. Bon, et comment la police peut répondre, comment les autorités peuvent d'abord infiltrer ce genre de secte, parce que c'est très difficile, on se méfie, et ensuite mettre fin à de tels agissements. Moi, je me souviens d'une organisation qui s'appelait, je crois, Vika, et il y a eu des morts dans le Val-de-Marne, en région parisienne, après des soirées de sorcellerie, notamment des messes noires. Il y avait un grand prêtre, une grande prêtresse, et tout ça s'est terminé dans le sang. Ouais. Il circule des cassettes pornographiques où on fait l'apologie de la vie. Oui, la Vika, absolument. Ils étaient en vente même chez les marchands de journaux. On pouvait, puisque vous savez bien que jusqu'à il y a peu de temps, les marchands de journaux étaient obligés d'accepter toutes les publications, y compris les publications pornographiques. Ils n'en avaient pas le choix. Ouais. Ça vient de changer. On trouvait ce genre de cassettes de la Vika un peu partout. Bon, alors ça s'est terminé dans le sang. Comment la police peut-elle répondre et traquer ces gens qui font partie d'organisations très secrètes? Alors, bien sûr, puisqu'elles sont très secrètes, c'est très difficile. Alors, nous avons la possibilité d'avoir des repentis, des gens qui ont eu la possibilité de sortir de ces sectes et d'apporter des témoignages. Alors après, ensuite, quand nous sommes confrontés à des témoignages, la police doit essayer de recouper toutes ces informations. Est-ce qu'elles ne sont pas le fait d'une, on pourrait dire, je trouve pas le terme, d'une vengeance, d'une imagination? Peut-être pas obligatoirement d'une vengeance, peut-être aussi bien une vengeance, mais aussi d'un certain fantasme qui est exagéré, parce que ces personnes ont été tellement troublées, parce qu'elles ont été tellement choquées qu'elles aggravent peut-être le phénomène. Oui, mais donc, Gilbert Abbas, quel est le point de départ? Est-ce que vous passez votre journée, enfin vos collègues maintenant, sur Internet? À l'époque, vous avez commencé en 1972, il n'y avait pas Internet, bien sûr. Comment fait-on pour traquer? On attend le renseignement? On reste pas inerte quand même? On enquête? Effectivement, on enquête. Maintenant, la toile du net est espionnée d'une façon très précise par les policiers, heureusement, Interpol notamment. Tout est suivi. Il y a une chasse aux sites pédophiles, satanistes violents, aux blogs, etc. Il y a donc des recherches qui sont effectuées d'une façon très précise. On a des témoignages qui nous sont remontés et il y a des enquêtes qui sont menées. Heureusement, il y a du travail qui y est fait. Mais il est effectivement très difficile de faire des travaux. Imaginez par exemple ces petits-enfants qui arrivent quelquefois tout juste à pouvoir s'exprimer. Oui. Il est très difficile de récupérer les témoignages d'enfants. Comment fait-on? Même parfois, on est obligé de leur faire dessiner parce qu'ils sont incapables de l'expliquer par des verbes, par des mots, etc., qui sont assez précis pour pouvoir qualifier l'horreur qu'ils ont vécue. Donc, on leur donne un stylo, on leur demande de dessiner sur les tableaux ce qu'ils ont vécu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils dessinent des hommes qui ont des cagoules pointues, genre Ku Klux Klan. Ce sont des gens qui ont des croix à l'envers autour du cou. On voit des personnes qui sont couchées
sur un genre de table qui serait un hôtel. On voit des personnes qui ont un couteau et qui le plongent sur le corps des personnes qui sont couchées. Et ce type de dessins sont repris par beaucoup de jeunes enfants qui malheureusement ont souffert dans ces sectes criminelles. Et si on a une multitude de dessins qui sont à peu près les mêmes, on peut partir du fait que il y a à la base quand même quelque chose de très puissant et de vrai. Et donc à partir de là, le policier peut démarrer son enquête beaucoup plus sérieusement et lancer donc des interpellations. Il y a eu quand même l'affaire Coral, il y a eu l'affaire Criès, il y a eu l'affaire Crypten. Toutes ces affaires ont mené des interpellations de 100 ou 200 personnes chaque fois pour chaque affaire, et les personnes les plus impliquées ont été condamnées à des peines assez lourdes. Bon, oui, l'affaire Coral a d'ailleurs éclaboussé quelques hommes politiques français, il faut le rappeler. Hein. C'est ce qu'on dit aussi. Si on va par là, on pourrait rappeler ce qui circule sur la toile du net, c'est-à-dire qu'on aurait retrouvé des documents de Coral et de Crypten dans le garage d'un préfet qui est très connu, et il y aurait même un capitaine que je ne veux pas citer qui aurait dit pendant une séance au tribunal qu'on lui avait fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête ses recherches sur les affaires Coral et Crypten parce qu'il y avait trop de personnalités qui étaient impliquées. Donc, si on reprend toutes ces phrases qui circulent sur le net, si on regarde bien, on en trouve des centaines de sites qui reprennent... Mais ça n'a jamais été prouvé. Hein. Certains d'ailleurs parlent de fantasmes. Aucun homme politique n'a été condamné. Alors après, chacun en pensera ce qu'il veut. Une pause, la pub, et nous continuons à parler de la lutte contre les sectes sataniques. Et Sud Radio, Karim Hassen, enquête et investigation. Dans Enquête et Investigation, aujourd'hui, nous parlons du satanisme sur Sud Radio. Vous le savez, pour nous contacter, 3628, c'est le numéro de téléphone. Alors, bien sûr, si vous êtes tenté plutôt de composer le 666, alors là, c'est peut-être un signe grave. Le satanisme représente en tout cas un véritable danger en France et dans le monde, danger parfois sous-estimé. Parlons des États qui luttent avec tous leurs moyens, notamment leurs services de renseignement, les services secrets. Le plus petit État du monde est directement concerné, petit par sa superficie, mais immense par son rayonnement. C'est le Vatican, bien sûr, et lui aussi a son service de renseignement, ses agents secrets. Ils enquêtent sur ce genre d'affaires, de satanisme ? Alors, il est clair que le Vatican étant un État, que cet État puisse disposer d'un service de renseignement comme tous les États qui existent. Même s'il est tout petit, il existe donc un service de renseignement. De mémoire, je crois qu'il s'appelle le SIV, le SIV, et ce service enquête. Il a enquêté, nous avons un cas très précis de pédocriminalité au sein de la croyance chrétienne, c'est-à-dire cet homme qui était le responsable de la Légion du Christ avait participé à des viols de petits jeunes qui étaient dans les écoles de la Légion du Christ, et le CIV a enquêté, peut-être pas d'une façon très dynamique au début, mais par la suite, donc, le Vatican a accepté de dire que, effectivement, cet homme avait procédé à des actes totalement ignobles
vis-à-vis de certains jeunes qui étaient sous ses ordres, et l'affaire a été donc bien suivie par le Vatican, ça c'est certain. Vous qui avez travaillé pour les renseignements généraux, d'abord à la direction centrale des renseignements généraux à Paris, puis ensuite à l'antenne toulousaine, est-ce que vous savez si d'autres services de renseignement, effectivement, comme les renseignements extérieurs, c'est-à-dire en France la DGSE, le MI6 britannique, le Mossad, le SVR qui remplace le KGB, que sais-je, si ces gens-là ont un département qui font ce genre d'enquête? Moi, je peux déjà vous dire qu'il y a un travail qui est fait par Interpol qui est très important. Interpol récupère les informations et les travaux qui sont effectués par tous les services policiers de nombreux pays et donne la possibilité de participer à une chasse de la pédocriminalité et du satanisme au niveau international. Et à ce titre, on peut dire que tout dernièrement, Interpol a procédé à 112 arrestations au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Europe, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient concernés, ce qui permet quand même de voir que maintenant, on ne se contente pas de travailler localement au niveau régional ou national, mais que on se rend compte qu'il existe tout de même un réseau international bien structuré, la preuve, puisque Interpol vient de procéder en Europe à 112 arrestations pour une seule même affaire. Donc on a un travail qui est intéressant et que j'applaudis dès demain parce que jusqu'à maintenant on n'avait quand même pas cette efficacité. Et je donnerai comme exemple l'affaire qui s'est déroulée tout dernièrement en France, où il y a eu un CD-ROM de cette fameuse du réseau pédocriminel de Zandvoort qui avait été envoyé en France pour enquête. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu donc en 1999 ce CD-ROM en France pour qu'on puisse effectuer des enquêtes bien précises, puisque paraît-il, il y avait des enfants français qui étaient sur ce CD-ROM. L'enquête n'a démarré qu'en 2000, alors que c'était en avril 99 que le CD-ROM avait été adressé en France. Et puis, à l'issue de l'enquête, malheureusement, un non-lieu a été rendu le 20 mars 2003, et ce qui veut dire que il n'y a pas eu d'identification des 81 jeunes enfants qui étaient sur ce CD-ROM, et qu'on n'a pas pu remonter et identifier ces enfants. On n'a pas fait, je pense même, beaucoup d'efforts, et j'ai su que Interpol avait par ailleurs critiqué l'attitude de la justice française pour cette affaire, qu'elle lui reprochait même d'avoir eu un manque de volonté pour enquêter, et ça prouve très bien que depuis... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice française est pénétrée par des sectes? On a parlé d'une secte célèbre, hein, qui aurait ses entrées aussi bien place Vendôme, c'est-à-dire à la chancellerie, qu'à l'Assemblée nationale, au gouvernement même. Est-ce que ces gens sont tellement puissants qu'ils font la pluie et le beau temps au cœur du pouvoir? Écoutez, moi, je ne peux pas vous apporter beaucoup d'informations à ce niveau-là, parce que je ne suis pas parvenu à enquêter jusqu'à ce niveau. Mais je me rends compte tout de même qu'il y a parfois des cas qui sont troublants. Dans les cas troublants, je relèverai la disparition de ces fameuses cassettes de CD-ROM qui ont disparu dans le tribunal même. Elles ont été volées dans le tribunal, elles ont disparu. C'est quelque chose d'inimaginable. Le vol a été commis au parquet général d'Anvers. Il y avait 7 CD-ROM qui étaient classés dans un dossier secret, et puis depuis,
On ne sait plus où ils sont passés, ces CD-ROM. Donc c'est quand même assez particulier. Bon. Alors, il y a des carnets d'adresses qui ont disparu. Il y a des scellés qui ont disparu. Donc je me pose de la question parfois, comment se fait-il que des éléments aussi importants, un carnet d'adresses, ça veut dire qu'il y a des noms. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de personnes qui auraient pu être interpellées. Ce carnet d'adresses a disparu. Ces personnes ne peuvent plus être interpellées, donc elles ne risquent plus rien. Alors, ça restera un point d'interrogation. Très vite, parce qu'il nous reste peu de temps pour terminer cet entretien. Gilbert Abbas, deux petites questions. D'abord, est-ce qu'à l'approche de la fin 2012, il faut s'inquiéter, c'est-à-dire qu'il y a recrudescence de l'activité de ce type de secte apocalyptique, satanique. Et dernière question après, mais vraiment très vite. Quand on est une maman et qu'on a un enfant qui commence à se mettre des fausses dents de Dracula, à se peinturer en noir, etc., est-ce qu'il faut s'inquiéter? Voilà. Tout à fait. En ce qui concerne la possibilité d'une recrudescence des sectes apocalyptiques vers la fin de l'année 2012, puisque si on écoute beaucoup de gens qui en parlent et qui ont fait des études à ce niveau-là, il serait effectivement possible que nous soyons frappés par une fin du monde, par l'apocalypse, le 21 décembre 2012. Il y a effectivement des sectes apocalyptiques qui existent, et je vais vous donner un exemple. Il semblerait, je suis allé quand même le vérifier, il semblerait que le site de Bugarache, qui est tout près de Toulouse, est un site qui permettrait à ces sectes d'éviter de subir la violence de l'apocalypse, parce que c'est un coin, c'est une terre, c'est une montagne qui est protégée et qui aurait, grâce à son vortex puissant qui s'émanerait de ces terres-là, il y aurait une certaine puissance qui ferait que les gens qui croient à ce genre d'apocalypse seraient sauvés en allant là-bas. Bon, donc, le prix du mètre carré va augmenter, donc. Et pour ma dernière question... Le prix du mètre carré a augmenté. Je suis allé sur les lieux pour vérifier. Je n'ai pas trouvé beaucoup, quand même, de gens qui avaient acheté des maisons, qui avaient acheté des terrains. Alors là... Bon, tant mieux. Tout le monde n'est pas abruti. Allez, que dire aux mamans qui peuvent s'inquiéter en quelques secondes, parce que vraiment, nous n'avons plus de temps. Aux mamans qui remarquent que leurs enfants ont changé, c'est facile, il faut aller souvent dans la chambre, il faut nettoyer, comme prétexte, il faut nettoyer la chambre, et là, on verra. Si la tapisserie est changée, que tout est noir avec une tapisserie noire, s'il y a un petit hôtel, si l'enfant s'amuse à faire des poèmes où il parle de mort, de sacrifices, de cimetières, etc., s'il a tendance à s'habiller en noir, s'il a tendance à écouter trop de black metal, s'il a des fréquentations un peu plus ou moins louches, je dis aux mamans, faites attention, il est en train d'être sur une dérive qui peut être dangereuse. Elle peut être, mais ce n'est pas une obligation. Mais les parents doivent faire très attention. Moi, j'ai connu une dame qui est venue me voir, qui était en pleurs. Son fils était suicidé pour Satan. On lui avait demandé de se tuer pour Satan. Elle est venue me voir pour me dire, trouvez cet homme qui l'a obligé à se suicider. Elle n'en pouvait plus. Et pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas rendue compte que son enfant était en pleine dérive. Parce que pour garder l'intimité à cet enfant, elle ne rentrait pas dans sa chambre. Mais si elle l'avait fait, elle aurait vu. Et maintenant, elle s'en veut. Elle culpabilise cette pauvre dame. Et donc, je le dis et le répète, les mamans, il faut être très vigilantes. Merci Gilbert Abbas d'avoir bien voulu témoigner de votre expérience dans Enquête et Investigation. Merci Karim Hassen, merci. Au revoir. Au revoir. Et vigilance donc, nous ouvrons le débat dans un instant de l'autre côté des infos de 15h.